Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. François Bayrou fait durer le suspense dans la campagne présidentielle. Il ne s'exprimera que demain sur le second tour. Ségolène Royal lui envoie un nouveau signal en s'affichant avec Jacques Delors. Nicolas Sarkozy en meeting près de Rouen reçoit le soutien du maire UDF de la ville. C'est officiel, le débat entre les deux finalistes aura bien lieu dans 8 jours. Mercredi 2 mai à 21 h. Le face-à-face devrait durer 2 heures. Tous les détails, le décor, les micros, les plans de coupe sont minutieusement discutés. La mise en service de la nouvelle carte vitale avec photos et indications du médecin traitant. Il s'agit de limiter les fraudes. Les premières cartes ont été distribuées aujourd'hui en Bretagne. La chaleur et la sécheresse, le mois d'avril a été le plus chaud à Lyon depuis 1922, date des premiers relevés météo. Il n'est tombé qu'1 millimètre de pluie. À l'étranger, la justice américaine en accusation. Un homme a été innocenté d'un viol après 25 ans passés en prison grâce aux analyses ADN. C'est le 200e cas d'erreur judiciaire mis en évidence par la génétique. Enfin, les ours se plaisent visiblement dans les Pyrénées françaises. L'une des femelles importées de Slovénie a donné naissance à 2 oursons en Haute-Garonne. On commence donc avec la campagne du second tour, désormais bien lancée, avec, vous l'avez compris, une même priorité depuis hier des deux côtés, séduire les électeurs centristes. Tout est pesé et sous-pesé. C'est dans ce but que Ségolène Royal s'est affichée par exemple avec Jacques Delors aujourd'hui. François Baudonnet, Bruno Giraudon. Ils se rencontrent souvent sans caméra. Alors, quand ils se serrent la main devant les objectifs, c'est pour faire passer un message. Jacques Delors, le socialiste si souvent cité en exemple par François Bayrou, soutient Ségolène Royal, elle qui propose un débat public au président de l'UDF. Vous approuvez sa démarche? Bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Alors maintenant, c'est à François Bayrou de prendre ses responsabilités et de dire comment il voit l'organisation de ce débat. Bonjour monsieur. Sur le terrain, les militants socialistes accueillent l'initiative de leur candidate comme un moindre mal. On est au deuxième tour quand même des élections, donc c'est nécessaire et c'est obligatoire, donc on ne peut pas vraiment faire autrement. Pour avoir discuté avec des électeurs UDF, ils sont beaucoup plus proches de nos idées et des idées de Ségolène Royal que des idées de Nicolas Sarkozy. On peut se retrouver, comme le disait d'ailleurs Ségolène Royal, sur certains points convergents. Mais à quel prix? Et comme ce soir François Bayrou n'a toujours pas répondu, même ceux qui appelaient à une alliance avant le premier tour commencent à craindre qu'il refuse cette main tendue. Je pense que ce serait une erreur de sa part, parce que si c'est pour retomber à droite, alors ça ne valait pas la peine, le centre était à droite depuis 30 ans. En début d'après-midi, Ségolène Royal est ovationnée debout par les parlementaires socialistes. Entourée de son équipe de campagne et de François Hollande, elle vient de leur annoncer qu'elle a envoyé une lettre à François Bayrou. Une campagne partie tambour battant. Après Valence hier, Ségolène Royal est en meeting à Montpellier ce soir. Sur place, Alexandre Carrat, Tristan Lebras. Autour de Ségolène Royal, la mobilisation ne faiblit pas. Ils sont ce soir plus de 7000 supporters pour l'accueillir à Montpellier. Ségolène a besoin de vos bras pour la victoire. Non seulement le moral des militants tient le coup, mais ils croient plus que jamais à la victoire. La seule qui peut changer la France, c'est Ségolène. Sarkozy, il est au pouvoir depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Pas grand-chose. Moi, je pense que la France est à droite de nos jours et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour défendre le parti de Ségolène Royal. Il a fait le plein, Nicolas Sarkozy. Et au deuxième tour, il va certainement être battu. Moi, je crois symbole de l'ouverture vers le centre, le vert, Danny Cohn-Bendit est appelé à la rescousse. Je suis TPS. Tout pour Ségolène. Voilà, tout pour Ségolène parce que je veux qu'elle gagne, parce que je crois que la France a besoin d'une modernisation qui passe par Ségolène Royal, qui s'ouvre au centre, qui s'ouvre aux écologistes, qui intègre tout ça, et l'Europe en a besoin. Pour les militants aussi, l'ouverture vers le centre est la clé de la victoire. Et le score de Nicolas Sarkozy au premier tour ne les décourage pas. Persuadé qu'on va gagner, c'est pas 30% qui vont nous arrêter. Mitterrand avait fait la même chose en 81. Donc elle peut faire pareil. Une certitude, tous les supporters de Ségolène Royal attendent avec impatience demain le choix de François Bayrou. Et à l'intérieur de la salle, on retrouve Jeff Wittenberg en direct. Bonsoir Jeff, Ségolène Royal est à la tribune, elle s'apprête à dévoiler sa nouvelle affiche de campagne. Oui, tout à fait. Cette nouvelle affiche, elle sera en fait dévoilée à la fin de ce meeting. Je vous propose de la découvrir en avant-première.
Vous allez peut-être la voir maintenant. Voilà la photo, la nouvelle photo de campagne de Ségolène Royal. Le slogan, lui, ne change pas, la France présidente, mais la photo est désormais en couleur et non plus en noir et blanc. Pour le reste, effectivement, comme le disait Alexandre Cara, beaucoup de monde ce soir dans cette salle du Zénith à Montpellier. Une ambiance très chaude, une ambiance surchauffée, avec des invités plus ou moins désirés. Il y a le chanteur Kali, peut-être pour faire le pendant de Enrico Macias avec Nicolas Sarkozy hier. Et puis il y a aussi l'ancien maire de Montpellier, Georges Frêche, exclu du PS après ses propos racistes. Eh bien, il a quand même tenu à être là ce soir. Ségolène Royal qui semble plus requinquée qu'elle n'était depuis 48 heures et qui, vous allez l'entendre dans ce discours, dans cet extrait du discours, a peut-être vu la lecture des derniers sondages qui annoncent un resserrement peut-être au deuxième tour. Je vous propose d'écouter Ségolène Royal il y a quelques minutes. Ensemble, donnons de la force à cet élan. Donnons à la France l'énergie dont elle a besoin. J'ai besoin de vous. A besoin de vous. Voilà Ségolène Royal qui a reparlé aujourd'hui de son discours d'ouverture en direction du centre. Elle attend maintenant la réponse de François Bayrou demain après-midi. Mais c'est vrai que comme le disaient les militants dans les sujets précédents, tout le monde espère maintenant qu'il y aura peut-être une majorité pour gagner le 6 mai. Merci Jeff. Même rythme soutenu pour Nicolas Sarkozy. On commence par la journée du candidat qui a notamment reçu le soutien appuyé, vous allez l'entendre, de Dominique de Villepin lors d'un déjeuner à Matignon. Alix Bouillaguet, Alexis Oran. Monsieur Sarkozy, pas très loquace et plutôt pressé. Sa parole, Nicolas Sarkozy la réserve aux parlementaires UMP. Une petite heure pour mobiliser les troupes et inciter chacun à prendre contact avec les députés UDF. Les députés qui vont nous rejoindre, UDF, auront leur place, ne seront ni des harkis, ni des chaouches de la majorité présidentielle. Ils auront pleinement leur place et ils seront soutenus au moment législatif. Ceux qui se mettront contre Nicolas Sarkozy tireront les conséquences. À l'intérieur du QG de campagne, c'est l'effervescence. Au rez-de-chaussée, les porte-paroles relaient le discours officiel. En haut, dans son bureau, Nicolas Sarkozy peaufine sa stratégie. Hier, il a laissé un message sur le portable de François Bayrou, toujours sans réponse. Vous savez, moi je voulais féliciter François Bayrou, c'est l'occasion pour moi de le faire. Voilà, merci. Pour Nicolas Sarkozy, il est l'heure d'aller à Matignon. Il doit déjeuner avec Dominique de Villepin. Des retrouvailles mises en scène avec un Premier ministre totalement absent de la campagne qui se plie à l'exercice imposé. Je lui ai dit à quel point je lui apportais mon soutien et mon engagement dans ce combat. Ça n'avait rien de formel, rien de protocolaire. Il n'était pas obligé de faire ce déjeuner. C'est un beau signal pour l'ensemble de la famille. Pour Nicolas Sarkozy, quel que soit le terrain, le rassemblement continue. Le candidat de l'UMP qui s'est ensuite rendu au Grand Quevilly près de Rouen, ça n'est pas un hasard, il s'agit de la plus grande ville de France dirigée par un maire UDF. Sur place, Loïc Delamornay, Jean-Marc Nouknouk. 2 jours après le premier tour, poignée de main, symbole, le maire de la plus grande ville UDF de France, Pierre Albertini, se rallie à Nicolas Sarkozy. Le candidat veut afficher qu'il est ici entre amis. Il y a beaucoup d'amis de l'UDF qui ont toute leur place dans la majorité présidentielle et qui ne souhaitent pas se retrouver au milieu de l'extrême gauche du Parti communiste et des Verts, c'est tout à fait normal. Quelques minutes plus tard à la tribune, le maire de Rouen scelle le pacte. Je voterai pour Nicolas Sarkozy. Dans la salle, les militants UMP ne doutent pas une seconde que leur champion emportera la victoire et les voix de l'UDF avec. Parce que de toute manière, l'UDF et l'UMP, c'est pareil, c'est la même chose. Tout n'est pas gagné, c'est jamais gagné d'avance. Maintenant, les électeurs de l'UDF penseront, réfléchiront et se rallieront, j'espère, à la tête de Nicolas Sarkozy. Elle fait pas le poids à côté de Nicolas Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy va gagner. C'est le seul qui peut relever la France. Disséminés dans les rangs sarkozystes, on déniche quelques électeurs de François Bayrou, voire des militants UDF. Oui, je suis centriste et je suis venu voir le meeting de Nicolas Sarkozy par curiosité. Je pense aussi c'est important parce que surtout ça représente l'électorat de l'UDF pour moi. Et Rouen qui est une ville centriste, la ville de Jean-Luc Canuet qui est le bastion de l'UDF, est une ville de droite malgré tout et on espère que François Bayrou saura s'en souvenir. Nicolas Sarkozy arrive en rassembleur en s'offrant un dernier privilège. Le meeting se tient dans une ville voisine de Rouen, sur les terres, cette fois-ci,
du socialiste Laurent Fabius. Là encore, on va faire un point en direct avec vous, Michael Darmon. Vous assistez au meeting. Nicolas Sarkozy est à la tribune. Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy ici s'exprime depuis presque 3/4 d'heure maintenant devant plusieurs milliers de sympathisants, de militants qui l'acclament assez régulièrement tout au long de son discours. Il a réinsisté ici, notamment à Rouen, sur l'identité nationale, sur les valeurs de la France qu'il a défendues tout au long de ce premier tour, et notamment en faisant un long éloge de Jeanne d'Arc qui a été ici brûlée à l'époque où, dit-il, elle se battait pour sauver la France. Cela dit, on voit bien ici que sa stratégie, c'est effectivement celle qui est marquée en gros sur le nouveau slogan « Ensemble », c'est-à-dire rassembler de la droite à la gauche. Le symbole dans cette ville, bien sûr, on le connaît, ce sont les voix centristes. Et les lieutenants Sarkozy se promettent que d'ici les prochains jours, plusieurs proches de François Bayrou se lèveront et appelleront à voter pour Nicolas Sarkozy. Merci, Mickaël. Alors on en vient précisément à François Bayrou, qui prend son temps avant de s'exprimer demain, en début d'après-midi, sur le second tour. Il consultait aujourd'hui, en attendant, les parlementaires de son parti, dont la plupart, il faut le rappeler, ont été élus avec des voix de l'UMP. Véronique Saint-Olive, Guillaume Michel, Mathias Barois. Porte close pour les journalistes au QG de l'UDF. De François Bayrou, riche de ses 18,5% de voix, on apercevra juste la silhouette. Les parlementaires UDF devaient débattre de la stratégie du deuxième tour à huis clos, mais dès leur arrivée, certains affirment leurs préférences contradictoires. J'attends aussi beaucoup un message fort aussi de Nicolas Sarkozy pour qu'il y ait quand même cette fibre sociale. Je n'en ai entendu aucun qui a dit qu'il a rallié l'UMP, rassurez-moi. L'appel au ralliement de Ségolène Royal n'a pas fait mouche. Il me fait personnellement doucement rigoler. J'ai vu dimanche soir plutôt des appels à l'extrême gauche et au PC. A l'inverse, face aux menaces de l'UMP, François Fillon, s'il n'y a pas d'accord pour les législatives, on prépare la riposte. S'il y a la menace d'un côté, il pourrait bien y avoir comme réplique la dissuasion. Par conséquent, tout ça n'est pas réglé, il faut rester calme là. Pour le moment, je suis pour ne donner aucune consigne, laisser une liberté de vote. François Bayrou, lui, doit compter demain sur le plus grand nombre possible de députés à l'Assemblée nationale s'il veut un socle solide pour son nouveau parti démocrate. Une situation hautement délicate. Une indication peut-être, selon l'AFP qui cite un député UDF qui a souhaité rester anonyme, François Bayrou laissera la liberté de vote, il ne donnera pas de consigne demain. La question est donc au cœur de ce second tour. Qui sont ces 6 800 000 électeurs de François Bayrou et quelles sont leurs intentions? L'Institut Ipsos Del vient de réaliser un sondage sur le sujet. Julien Beaumont, Christophe Vignal. Presque 7 millions d'électeurs ont fait le choix François Bayrou. Et maintenant, pour qui voter? Question posée à Lille, Versailles et Toulouse. François Bayrou était au milieu de ces deux candidats et du coup, il y a des avantages pour Sarkozy et en même temps, il y a d'autres avantages pour voter pour Ségolène Royal aussi. Donc, je suis un peu perdue. Le 6 mai, bah écoutez, très simple, Ségolène Royal. J'étais plutôt à gauche et j'avais absolument pas envie de voter pour Ségolène Royal. Selon le dernier sondage, 38% des suffrages de François Bayrou devraient aller à Ségolène Royal, 1 sur 4 à Nicolas Sarkozy, le reste s'abstiendra ou ne sait pas encore. Des sondages qui peuvent être modifiés en fonction du discours de François Bayrou demain. Il me fera peut-être changer d'avis, mais s'il ne donne pas des consignes de vote, je m'abstiendrai. Ça ne dépendra pas de ce qu'il va dire lui. Ça dépendra de quoi alors? Ça dépendra des deux candidats par rapport aux différentes interventions qu'ils vont faire. Droite ou à gauche au deuxième tour? Blanc. Pourquoi? Parce que aucun des deux candidats ne me plaît. Je suis plutôt tendance à droite. Pas de réponse non plus à la permanence de campagne de Versailles. Seule indication, les affiches rappellent que l'UDF est un parti libre. Parmi les autres éléments peut-être décisifs de ce second tour, le débat télévisé entre les deux candidats. On en sait un peu plus sur son organisation. Ce sera bien le mercredi 2 mai. Le face-à-face devrait durer 2 heures. Ahmed Tazir, Sylvain Doba. Nous sommes dans les studios de la SFP, à Boulogne. Alors voici le plateau où il va y avoir notre grande émission du débat politique. Pour l'instant, c'est assez dépouillé. C'est ici qu'aura lieu le duel télévisé Royal-Sarkozy. Décor du studio, taille de la table, nom des journalistes, tout est négocié. Les représentants de France 2 et TF1 retrouvent au CSA les représentants des candidats. À 8 jours du débat, l'équipe royale est confiante. Elle a peur? Oula,
Vous croyez qu'elle puisse avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit? Il est coriace, Nicolas Sarkozy. Et croyez-moi, elle-même, elle a une pêche d'enfer. Et une pêche d'enfer, il faut en avoir. 1974, c'est la première fois qu'on organise un débat télévisé entre les deux tours. Le débat entre les deux candidats. Face à François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing trouve la formule qui fait mal. François Mitterrand. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Match retour en 1981, Giscard tente à nouveau de coincer Mitterrand en lui demandant le cours du Deutschmark. Mal lui en prend. Pouvez-vous me dire les chiffres? Je vais vous dire les chiffres. Mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève. Vous n'êtes pas le président de la République ici. Je me rappelle très bien la réflexion de François Mitterrand en 1981, qui m'a dit, après le débat, je n'ai rien perdu, ça veut dire que j'ai gagné. 1988, Jacques Chirac avait sans doute vu le débat précédent et c'est le même procédé face à Mitterrand lui-même. Mais cette fois, ça ne marche pas. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Vous ferez la dernière... L'ambiance est glaciale, passe d'armes sur l'affaire Georgie, un diplomate iranien expulsé par le gouvernement. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. On s'est dit, mais à un moment donné, ils vont se lever et partir. Bon, ça, c'est des grands moments de télévision. En 95, entre Chirac et Jospin, c'est plus respectueux. Le débat laisse moins de souvenirs. Encore moins en 2002, pas de duel. Jacques Chirac refusera de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Rendez-vous donc mercredi 2 mai à 21 h pour le prochain duel qui peut être déterminant pour le résultat final. Et puis notez-le dès aujourd'hui, avant ce face-à-face, France 2 vous propose deux grands rendez-vous, deux éditions d'À vous de juger avec Arlette Chabot et Gilles Leclerc. Demain à 20h50 avec Ségolène Royal, jeudi à la même heure avec Nicolas Sarkozy. Et pour faire votre choix en connaissance de cause, nous vous proposons à partir d'aujourd'hui et chaque soir, dans ce journal de 20h, les programmes de l'un et de l'autre sur des thèmes très précis. Ce soir, les impôts. Enjeu de campagne, Agnès Molinier. La feuille d'impôt, un des thèmes qui oppose depuis toujours la gauche et la droite, et les deux candidats n'y dérogent pas. Pour la droite, il faut les baisser. Nicolas Sarkozy va dans ce sens. Il propose de supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Une mesure qui toucherait donc aussi les plus gros héritages. On n'a pas à s'excuser d'avoir un patrimoine en contrepartie de son travail. La France doit accueillir les patrimoines et pas chercher à les faire fuir. Concernant l'ISF, Nicolas Sarkozy veut l'alléger grâce à la déduction de sommes investies dans les PME jusqu'à 50 000 €. Ségolène Royal, en revanche, veut le renforcer en le ramenant à son niveau de 2002. Un choix traditionnel à gauche, qu'elle fait également pour l'impôt sur le revenu. Elle veut mettre fin aux baisses, quitte à pénaliser des ménages des classes moyennes aisées. Moi, je veux restaurer la valeur travail. Et donc, je veux que le travail soit moins taxé que le capital, sous toutes ses formes. Ça sera la feuille de route de mon gouvernement. Enfin, Nicolas Sarkozy veut renforcer le bouclier fiscal pour que les plus gros contribuables ne puissent pas payer plus de la moitié de leurs revenus en impôts. Ségolène Royal, elle, veut tout simplement le supprimer. Ils sont là aussi en totale opposition. Deux mots de la campagne encore. Sachez d'abord que le Parti communiste n'est un conseil national après le score très décevant de Marie-Georges Buffet. Elle a finalement été désignée à nouveau secrétaire nationale du parti. Mais un congrès extraordinaire sera organisé à la fin de l'année. Et puis des nouvelles de Jacques Chirac. Après 30 ans passés dans les palais officiels, la presse révèle ce matin que le président de la République et son épouse vont emménager quai Voltaire à Paris dans un appartement de 180 mètres carrés. Yvan Martinet, Yann Moine. 3 quai Voltaire, une adresse déjà prestigieuse, prochainement même présidentielle. Face au Louvre, en bord de Seine, le couple Chirac a opté pour un duplex de 180 mètres carrés donnant sur cette petite cour pavée. Une installation provisoire, car ce logement est prêté par la famille de Rafik Hariri, Premier ministre libanais assassiné en 2005, ami proche de Jacques Chirac. Dans le quartier, ce présidentiel emménagement ne surprend pas. Nous, on trouve ça tout à fait naturel. Il y a beaucoup de gens célèbres sur le quai Voltaire, donc
des Chirac ou quelqu'un d'autre. Nous, ça nous est totalement égal. Bon, je ne sais pas où vont se mettre les policiers pour lui garder son domicile, mais à mon avis, il n'y aura plus de couloir de bus là dans quelques temps. Le couple se donne donc un délai pour trouver son bonheur dans le quartier. Publié ce matin au journal officiel, Monsieur et Madame Chirac disposent d'un patrimoine estimé à 1 400 000 €. Des biens immobiliers en Corrèze, comme le château de Bitty, évalué 500 000 €, et une maison de famille à Donzenac, 60 000 €. Il y a aussi le mobilier et les œuvres d'art, valeur 200 000 €. Le journal officiel évoque également une 205 Peugeot rouge de 1984, valeur à déterminer. Et puis il y a aussi les placements de Bernadette Chirac pour un peu plus de 420 000 €. Enfin, sur leurs comptes courants respectifs, Jacques Chirac dispose de 25 000 €, Bernadette Chirac 48 000 €. Après 12 ans sous les dorures de l'Élysée, le président et son épouse quitteront les lieux au plus tard le 16 mai, dernier jour du mandat présidentiel. Dans le reste de l'actualité, d'abord la mise en service de la nouvelle carte vitale avec photo et à terme indication du médecin traitant. Il s'agit de limiter les fraudes. Les premiers exemplaires sont arrivés en Bretagne. Sur place, Jacques Deveau, Michel Hiver. Steve est l'un des premiers Français bénéficiaires de la carte vitale 2. Désormais dès 16 ans, tout ayant droit aura sa carte avec son propre numéro de sécurité sociale. Ça me fait vraiment plaisir et en plus maintenant on se sent beaucoup plus autonome parce qu'on prend un peu plus nos responsabilités avec la carte. Maintenant c'est à moi de me gérer avec ma propre photo. La carte vitale 2, 8 fois plus puissante, comporte de nouvelles informations. Si un médecin traitant a été déclaré, les coordonnées de l'assurance complémentaire le cas échéant. La photo, quant à elle, se veut dissuasive. Et la photo, donc, elle doit permettre d'éviter que dans un certain nombre de cas, on croit avoir affaire à une certaine personne, alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui présente la carte, ce qui peut toujours arriver, même si c'est rare. Pour les pharmacies, la photo est également un gage de sécurité, notamment pour la délivrance de médicaments qui peuvent faire l'objet de trafic. Pour certains types de médicaments, ça peut être intéressant, notamment pour des traitements de substitution en toxicomanie. 50 millions de personnes vont recevoir cette carte vitale 2. La distribution se poursuivra jusqu'en 2010. Aucune démarche à entreprendre, c'est la sécurité sociale qui contactera les assurés. En bref, l'arrivée des déclarations de revenus 2007, si ça n'est pas encore fait, vous la trouverez dans les jours qui viennent dans votre boîte aux lettres. Elle est de couleur bleue et elle est pré-remplie pour la deuxième année consécutive, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Il faudra la valider et la renvoyer avant le 31 mai, un peu plus tard pour les internautes. 35 millions d'exemplaires ont été envoyés. La chaleur et la sécheresse, les températures ont encore atteint des sommets pour la saison dans une large partie du pays. 26 à Paris, 25 à Lille ou à Strasbourg et jusqu'à 30 degrés à l'intérieur des terres ici à Osgore, au Pays Basque. Au bord de la mer, il faisait légèrement plus frais. Presque partout, c'est l'été avant l'heure. Selon Météo France, ce mois d'avril sera par exemple le plus chaud à Lyon depuis la création de la station locale en 1922. Benoît Gadret, Philippe Évêque. À peine inaugurées, les nouvelles berges du Rhône rencontrent un vif succès à Lyon. Il faut dire que depuis quelques jours, la chaleur est exceptionnelle. Près de 30 degrés à l'ombre cet après-midi. C'est incroyable, un beau temps qui fait sourire tout le monde, des jolies filles. On skate, on se fait plaisir, on fait du vélo. On se croirait en été. On a peur que les températures redescendent, mais pour l'instant, on en profite. Les ingénieurs de Météo France ont enregistré des températures d'un mois de juillet. 22 jours consécutifs à plus de 20 degrés. C'est le mois d'avril de tous les records, puisqu'en fait, en température moyenne pour un mois d'avril, on bat le record de 1945 de plus 2 degrés. C'est-à-dire que c'est énorme. Plus inquiétante est la sécheresse. Toute la région Rhône-Alpes, ici en rouge, est concernée. La courbe de pluviométrie rappelle de mauvais souvenirs. Au niveau profil, on suit à peu près l'évolution de 76. À Lyon, la chaleur devrait persister au moins encore pendant une semaine. À l'étranger, image d'abord du premier hommage des Russes à Boris Yeltsin. Des centaines de personnes ont défilé aujourd'hui devant le cercueil ouvert de l'ancien président. La dépouille était exposée à la cathédrale de Moscou. Les obsèques auront lieu, vous le savez, demain. Bill Clinton, George Bush, mais aussi Lech Walesa sont attendus sur place. C'est Philippe Douste-Blazy qui représentera la France.
Aux États-Unis, la justice est en accusation. Un homme a été innocenté d'un viol après 25 ans de prison grâce aux analyses ADN. C'est le 200e cas d'erreur judiciaire mise en évidence par la génétique. À Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Il peut être heureux, Jerry Miller a embrassé tous ceux qui ont toujours cru en son innocence et milité pour sa libération. 1981, il a 22 ans, il est accusé de viol et de cambriolage formellement reconnu par la victime et deux témoins. Il est condamné à 45 ans de prison, bien qu'il ait toujours clamé son innocence. Jusqu'à ce que l'an dernier, l'association Projet pour l'innocence obtienne que l'on compare son ADN à celui retrouvé sur les vêtements de la victime. Les petits bâtonnets sont formels. Ce ne sont pas ceux de Miller, mais ceux d'un dénommé Robert Weeks, déjà condamné pour agression sexuelle. Voilà donc Miller libéré après 25 ans de prison. Je venais de sortir de prison et ma femme m'a demandé de prendre de l'essence. Je suis resté planté là pendant 10 minutes sans savoir comment faire. Mais c'est formidable de ne plus être catalogué, d'être un citoyen tout simple comme les autres. Jerry Miller est le 200e condamné innocenté depuis l'invention des tests ADN en 1989. Une quinzaine de condamnés à mort ont ainsi échappé à l'exécution. Nous savons tous que ce sont les tests ADN qui ont sorti Jerry Miller de prison. Mais la vraie question pour notre système judiciaire est pourquoi y est-il entré? Devant la multiplication de ces cas de condamnés innocentés, 2 États sur 50, l'Illinois et le New Jersey, ont décidé un moratoire sur les exécutions de façon à ce que plus jamais rien d'irréparable ne soit commis. Toujours aux États-Unis, cette saisie record qui confirme que la cocaïne inonde toujours plus le marché américain. Les gardes-côtes ont saisi 20 tonnes de drogue pour une valeur de 600 millions de dollars à bord d'un cargo battant pavillon du Panama. C'est la plus importante saisie de l'histoire du pays. Il faut savoir que la Colombie concentre à elle seule 90% de la production mondiale. Le gouvernement est souvent montré du doigt, alors il affiche sa bonne volonté en mobilisant des commandos de l'armée qui interviennent dans la jungle pour tenter d'éradiquer les champs de coca. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Mathias Segou. Il y a moins d'une heure, ces hommes ont perdu 4 des leurs, tués dans une attaque menée par les guérilleros des FARC. Leur mission n'est pas pour autant annulée. Ils font partie des forces spéciales qui luttent contre les narcotrafiquants. Leur terrain, c'est la jungle où pousse la coca, la feuille qui sert de base à la production de cocaïne. Chaque opération d'éradication est menée comme un combat. Au minimum, 3 hélicoptères Black Hawk sécurisent la zone où interviennent des dizaines de commandos au sol. Des soldats d'élite, réservoirs de glyphosate sur le dos, qui déversent l'herbicide sur les plants de coca. Notre mission est très risquée, c'est pour ça qu'on a un entraînement spécial. On peut faire face à toutes sortes d'attaques. En clair, vous éradiquez et vous combattez. Exactement. On fait l'éradication et quand on nous attaque, on pose le réservoir d'herbicide et on prend nos armes pour lutter contre l'ennemi. Ces affrontements ont été filmés il y a quelques semaines par l'armée colombienne, une armée qui veut tarir la principale source de revenus des FARC, le trafic de drogue. Quotidiennement, le pays prend des allures de guerre et les victimes chaque année se comptent par centaines dans les 2 camps. Sous les effets de la guerre menée par Bogota, la superficie totale des cultures illicites diminue. L'armée éradique chaque année quelques dizaines de milliers d'hectares de champs de coca. Ici, il y a 50 000 pousses de coca. Au départ, la coca ressemble à ça. Et en 5-6 mois, ça devient une grande plante, comme celle dans le champ. Les laboratoires où les feuilles de coca sont transformées en cocaïne sont disséminés dans la jungle. Malgré ce que montre ce clip gouvernemental de lutte contre la drogue, beaucoup de labos échappent aux commandos et quelques 1000 tonnes de cocaïne seraient produites chaque année. Les 3 quarts sont destinés au marché américain. 1 quart arrivera en Europe, bien plus qu'il y a 10 ans. Depuis l'an 2000, la Colombie a reçu 4 milliards de dollars d'aide des États-Unis pour intensifier sa guerre contre le trafic de drogue. Le problème, c'est que dans 3-4 mois, les narcos auront tout replanté. Il faudra tout recommencer, mais on continue quand même. Des résultats pas toujours probants donc, et pourtant la politique du président colombien en matière de guerre contre la coca a encore été saluée récemment par les États-Unis. Si les opérations d'éradication se multiplient pour venir à bout de la production de coca, elles ne sont pas suffisantes. Un chiffre, aux États-Unis, 80% de la cocaïne consommée provient de Colombie.
En bref, cette image saisissante des tornades qui s'abattent en ce moment aux États-Unis dans le Kansas, sur le Kansas, le phénomène est habituel là-bas, mais rarement filmé de si près. Pas de dégâts ni victimes, l'alerte avait été donnée à temps. Retour en France, l'ours prospère dans les Pyrénées. L'un des 5 plantigrades réintroduits l'année dernière a donné naissance à 2 petits. Ils seraient âgés de 4 mois. Sophie Mézel. C'était il y a pratiquement un an. L'ours Vala, tout droit arrivé de sa Slovénie natale, venait d'être introduite dans les Pyrénées. Depuis hier, on sait aussi qu'elle a amené un cadeau dans ses bagages. 2 oursons viennent d'être observés à ses côtés. C'est une femelle qui était en bon état et puis qui avait un taux d'engraissement suffisant pour pouvoir mettre bas à ces petits malgré la translocation depuis la Slovénie jusque dans les Pyrénées et puis le changement d'habitat complètement nouveau. Malgré tous ces événements qui sont un peu stressants pour un ours, elle a réussi à mettre bas. Il n'existe encore aucune image des petits, mais on sait qu'ils sont nés dans leur tanière, probablement courant janvier, qu'ils font environ 4 kilos, qu'ils se déplacent peu et essayent de suivre leur mère. Ils ont une chance sur 2 de survivre la première année aux chutes, à la faim ou à la noyade. Depuis 1996, 8 ours slovènes ont été réintroduits dans les Pyrénées pour sauver l'animal menacé d'extinction. Entre-temps, une dizaine de petits sont nés, même si tous n'ont pas survécu. La politique de réintroduction, qui a dû se frotter à de nombreux opposants, est donc considérée comme un succès. On compte aujourd'hui une vingtaine d'ours bruns dans la région. La santé avec une nouvelle campagne en faveur du don d'organes. Il faut savoir que l'année dernière, seul 1/3 des patients en attente de greffe ont pu être opérés. Cette fois, la campagne vise particulièrement les jeunes, les moins de 25 ans. Nathalie Sapena, Guillaume Viard. Un spot télévisé pour secouer les esprits et inciter au don d'organes. Car la France manque de donneurs, en particulier de jeunes donneurs. Pas facile en effet pour une mère d'apprendre coup sur coup le décès de sa fille de 20 ans d'un accident de moto et la demande de prélèvement. On la voyait respirer, pour nous, elle dormait, elle allait se réveiller quoi en fait. Le médecin nous a demandé de le suivre dans son bureau et là il nous a préparé en fait à la mort. Il nous a annoncé que Sandrine en fait était décédée et que dans la condition où elle était décédée, on pouvait donner ses organes. J'ai dit oui tout de suite. C'était il y a 10 ans et depuis, Micheline Pifto raconte son histoire dans toute la Vendée. Donc la loi dit que la famille a 4 heures pour réfléchir, pour un prélèvement d'organes. Cette militante du don d'organes témoigne aujourd'hui devant 20 élèves aides-soignantes à l'hôpital de Montaigu. Avec la force de son seul témoignage, elle réussit à convaincre. Avant, en fait, je me suis jamais posé la question. Et depuis l'intervention de 2 jours, oui, pourquoi pas. Je suis favorable au don d'organes parce que je me dis que quand je suis morte, je vois pas l'intérêt de les garder pour moi si je peux sauver d'autres vies à côté. Des jeunes généreux, mais près de 8000 personnes attendent actuellement un organe, parfois depuis plusieurs années. Une attente qui a été fatale à 229 malades morts en 2006 faute de greffons. Je pense surtout qu'on n'en parle pas assez et c'est vrai que c'est sans doute lié aussi à la difficulté d'aborder ce type de sujet. En parler avec sa famille, c'est le moyen le plus sûr pour donner ses organes, car en France, les proches sont systématiquement consultés. À propos de médecine et de sciences, à suivre ce soir sur France 2, notez-le, les secrets de notre cerveau. Une émission spéciale présentée par Béatrice Schoenberg sur les dernières découvertes des chercheurs, avec la participation de Claude Allègre et beaucoup d'invités, entre autres Jean Reynaud et Florence Foresti. À suivre donc à partir de 20h50. Cinéma, un couple vedette à l'affiche cette semaine, Jennifer Lopez et Antonio Banderas. Le film s'appelle Les Oubliés. Il s'inspire d'une histoire vraie, le viol et le meurtre de centaines de femmes dans un village du Mexique à la frontière avec les États-Unis. Une énigme qui n'a jamais été résolue. Isabelle Bechler. À la frontière mexicano-américaine, 400 jeunes ouvrières ont été violées et assassinées. 700 autres sont portées disparues. Les victimes travaillent dans les usines géantes qui tournent pour les consommateurs des États-Unis.
Ces femmes sont la chair à canon de la mondialisation. Elles ont de 12 à 30 ans, elles viennent des régions les plus pauvres du Mexique, travaillent pour 3 € par jour au mieux, dans des conditions épouvantables. Elles comptent pour rien. Jennifer Lopez campe la journaliste venue de Chicago enquêter sur ces meurtres. Tenace, ambitieuse, son personnage représente bien l'engagement de la comédienne pour cette cause auprès d'Amnesty International. Ça nous rappelle des souvenirs. T'as vu? Elle a été étranglée avec ses lacets. C'est une des méthodes récurrentes. Certaines jeunes femmes ont encore été tuées récemment. Vous voyez, il y a tant à faire. J'espère que le film attirera l'attention et poussera les uns et les autres à relancer les enquêtes. Une jeune fille en a réchappé. Cette fille a été agressée, étranglée, enterrée et laissée pour morte. Et elle s'est relevée de sa tombe. Elle veut retrouver ses agresseurs. Je laisserai personne te faire de mal. Et je retrouverai ces monstres. Les oubliés de Juárez, la ville frontière, restent vivantes, surtout dans la mémoire de leur mère. Je pense que... Oui, il y a beaucoup de Hollywood dans ce film. S'il avait été plus proche de la vérité, le public se serait détourné. Personne n'a envie de voir toute la cruauté dont l'humain est capable. Le tandem entre la victime et la journaliste peut faire éclater la vérité. C'est un reportage très important. Puisse le film faire sortir les victimes de Juárez de l'oubli. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50. Béatrice Schoenberg nous donne rendez-vous donc avec les secrets de notre cerveau. À demain.